Bien, mes chers collègues, cette matinée va être consacrée aux interventions des groupes et de moi-même. Ensuite, nous suspendrons nos travaux pour le déjeuner et après, nous commencerons les dossiers au cours de ce début d'après-midi. Mes chers collègues, il n'y a pas que la crise. C'est ainsi que Pierre Leroy présentait son édition 2011 du bonheur mondial. Pierre Leroy est le fondateur de Globeco, une revue qu'il a fondée en 1995. Fils de paysans bretons, énarque, membre de cabinet ministériel, du commissariat au plan, membre du Conseil économique et social de Bretagne et même candidat aux législatives dans le Finistère. Pierre Leroy est le père d'un indice original, l'IBM, l'indice du bonheur mondial. Vous connaissez tous, mes chers collègues, le PIB, le produit intérieur brut, ou l'IDH, l'indice de développement humain, par exemple, autant de références qui visent toutes à nous montrer les grandes évolutions de ce monde. Chaque indicateur part d'un postulat, celui de mesurer une certaine richesse. Certains privilégient la richesse matérielle, la production, la consommation, d'autres des richesses plus immatérielles, plus humaines aussi. Plusieurs chercheurs se sont interrogés sur ces indicateurs. Je pense au prix Nobel de l'économie, Stiglitz, ou aux travaux de Patrick Vivet, par exemple, qui, de reconsidérer la richesse à son ouvrage paru en 2010 vers une sobriété heureuse, nous invite à changer 3 fois d'air. D'air à IR pour répondre aux défis écologiques, d'air à IRE pour construire un nouveau rapport au territoire, d'air et RE enfin pour dessiner une nouvelle période historique. Ces travaux doivent nous interpeller dans le contexte de crise actuelle. Triple A, plan de sauvetage, austérité, voilà les mots du moment quand on parle PIB. Mais de quoi parle-t-on? De sauver les banques grecques, la Grèce, les Grecs? Les États-Unis sont les premiers au monde selon le PIB. À cause de leur espérance de vie, ils sont beaucoup moins classés et bien classés par l'indice de développement humain. Ils sont enfin plutôt très mal classés, selon l'indice du bonheur mondial, 22e sur les 160 pays de plus de 5 millions d'habitants que retient Pierre Leroy. Pourquoi cet écart? Parce que les États-Unis sont un pays en guerre, frappé de morts violentes, où le nombre de meurtres est élevé, où les inégalités sont importantes, notamment pour l'accès aux soins. Les outils de mesure voudraient objectiver le monde. Ils sont pourtant de parfaits outils subjectifs. Ils ne mesurent et ne classent que ce que l'on veut bien rechercher. Si je souhaitais, en ouverture de cette session budgétaire, vous parler des travaux de Pierre Leroy, ce n'est pas seulement parce qu'il est breton d'origine, mais parce que ces travaux m'ont interpellé dans le débat politique qui s'ouvre. Le bonheur, chacun ici en a sa propre conception. D'aucuns voient dans un repas de famille l'illustration de ce bonheur personnel. D'autres se rêvent président de la République. Autant d'instants de petits bonheurs personnels. Mais dépassons ces instants, ces moments fugaces, car ce qui importe dans ces travaux, c'est de s'interroger sur une certaine forme de bonheur collectif. Des études récentes ont montré que les Français étaient globalement heureux. L'INSEE a réalisé un sondage il y a quelque temps, demandant aux Français de placer leur niveau de satisfaction sur une échelle de 1 à 10. Le curseur s'est arrêté à 7,2. Les Français sont plutôt heureux alors que le chômage monte, que la dette publique augmente. Les Bretons aussi se disent heureux. Dans une étude récente demandée par une grande banque, plus de 2 Bretons sur 3, 69%, se sentent très bien là où ils vivent, contre 60% des Français. Qualité des relations humaines, solidarité, contact humain, accès aux services, qualité de l'environnement, dynamisme associatif, autant d'éléments importants
qui font ce bien vivre en Bretagne. On peut donc être heureux en temps de crise. Outre l'indice de bonheur mondial, Pierre Leroy calcule un indice du bonheur national brut, le BNB. Pour ce calcul, il utilise 10 indicateurs, de la probabilité à la naissance d'atteindre 65 ans aux émissions de CO2 par habitant, du taux de participation aux élections à la différence de salaire entre les femmes et les hommes, du taux de l'emploi à la formation. Quel lien, me direz-vous, entre ces indicateurs et nos travaux du jour? Celui de s'interroger au fond sur le sens de notre action politique. Car notre action quotidienne ici au Conseil général doit être utile, bien sûr. Mais utile à quoi? À quoi servent nos politiques départementales? Qui dit espérance de vie dit santé, sécurité. Qui dit émissions de CO2 dit déplacement, énergie, changement climatique. Qui dit taux de participation aux élections dit démocratie territoriale, démocratie participative. Qui dit formation dit collège, enseignement supérieur, formation tout au long de la vie. Qui dit taux de pauvreté dit action sociale, allocation de solidarité. N'est-ce pas là le sens de notre action? Contribuer à notre niveau à rendre la vie des costarmoricains meilleure. N'y a-t-il pas dans cette approche un espoir, une autre façon de concevoir notre action, au-delà des coupes budgétaires ou des plans d'austérité? Ne trouve-t-on pas ici les fondements mêmes de ce qui fait notre engagement politique? Bien sûr, il ne s'agit pas de nier la réalité dure, âpre de ce monde. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier un taux de chômage qui atteint des records, près de 10% en France désormais. Il ne s'agit pas non plus de nier les problèmes que pose à notre pays un déficit public qui se creuse, une dette qui explose, mais de se poser les bonnes questions. Quand le peuple grec crie sa colère, parfois avec violence, il crie aussi son envie d'être heureux, son envie de bonheur. Quand les peuples tunisiens, égyptiens, syriens se lèvent et renversent sur leurs dirigeants, ils ne crient pas « je veux plus de PIB », mais « je veux être respecté ». Je veux que mes enfants aient un avenir, que mes parents puissent vieillir avec dignité, que mes choix soient respectés. Mes chers collègues, contribuer au bonheur des costarmoricains, voilà notre mission. L'homme doit être la mesure de toute chose, disait Pierre Mauroy en 1981. L'homme avec un grand H, celui qui vit dans un monde ouvert, qui fonde l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. L'IBN illustre à sa façon l'importance de notre collectivité pour faire ce mieux vivre de nos concitoyens. À sa façon, l'indice du bonheur national relégitime l'action des départements. Nos débats de cette session budgétaire vont s'achever vendredi prochain, 2 mars. Mes chers collègues, si nous débattons aujourd'hui de ce budget, c'est bien parce qu'il y a 30 ans, des élus, François Mitterrand, Pierre Mauroy, Gaston Defferre, faisaient le choix dans l'élan démocratique de 1981 de la liberté et de la responsabilité locale. J'aime rappeler le titre exact de cette loi. Les mots n'ont pas été choisis au hasard. Loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. En 1982, le Conseil général des Côtes-du-Nord comptait 3 agents autour de son président Charles Josselin. Aujourd'hui, plus de 3300 femmes et hommes travaillent au quotidien pour faire de notre service public départemental une collectivité de proximité utile et efficace. Peut-être avons-nous oublié cette révolution de 1982 pour notre pays, pour sa démocratie, pour sa vitalité et son dynamisme. Mais aujourd'hui, rappelons-nous ce tournant exceptionnel. Pour la première fois, un gouvernement et son Parlement affirmaient leur volonté de faire confiance aux territoires et à leurs représentants démocratiquement élus. Pierre Mauroy, dans son discours de politique générale en 1981, fixait ce cap nouveau pour une nouvelle donne de la démocratie quotidienne. Je souhaite aujourd'hui vous donner quelques extraits de ce discours tellement d'actualité. Il faut instaurer une France responsable. Nous allons jeter les bases d'une nouvelle citoyenneté.
Les votes récents des Français signifient qu'ils attendent un pouvoir qui ne soit pas seulement exercé par d'autres, mais exercé autrement. Nous allons rendre dans les jours qui viennent aux 500 000 élus les moyens de la responsabilité et de l'initiative. Nous donnerons aux citoyens, aux usagers, aux consommateurs les moyens de participer vraiment à l'organisation de leur vie quotidienne. Une France responsable, c'est aussi un pays qui doit désormais enraciner l'unité de la République dans la diversité et la responsabilité de ses collectivités locales. Alors, bien sûr, mes chers collègues, les conseils généraux, très régulièrement, sont mis sur la sellette. On parle de leur évaporation ou de leur suppression pure et simple, de la création d'élus hybrides, les conseillers territoriaux, à leur étranglement financier. Et pourtant, critiqués, menacés, méprisés parfois, les départements restent forts. Paradoxalement, ils gagnent même en puissance. Revenu de solidarité active, TOS, parc de l'équipement, les conseils généraux sont les collectivités qui ont bénéficié, au cours de cette dernière décennie, des transferts de compétences les plus importants. Comme si, critiqués, mis en cause, ils étaient finalement devenus de plus en plus indispensables. Ces discours critiques ne sont pas nouveaux. Avant même les lois de décentralisation de 1982, à la Chambre des députés, en 1884, le département était critiqué, inadapté car les cantons ne représentent rien, antidémocratique car ils surreprésentent les territoires ruraux au détriment des villes, contraire à notre histoire car ils vont contre les terroirs et les provinces, inutile car trop étroit pour les besoins de développement. Près d'un siècle plus tard, en 1969, au moment du référendum sur la régionalisation, le général de Gaulle aussi leur reproche d'être des étouffoirs des forces vives. Niveau de trop, archaïque, faiblement démocratique, anti-urbain, les mêmes reproches, encore et toujours. Et finalement, un département à chaque fois renforcé. Cadre de réflexion pour l'intercommunalité, cadre de la décentralisation des services d'État dans les années 60, collectivité territoriale de plein exercice en 1982, chef de file de l'action sociale en 2003, Corse, Guadeloupe et Martinique qui refusent de créer une entité unique appuyée sur la disparition des départements, création du département de Mayotte, comme en 1965, il y avait eu la création du département de Paris, et on pourrait même parler de la fronde des Français à l'annonce de la disparition des numéros de département sur les plaques d'immatriculation. Alors, on peut bien sûr s'interroger sur ces critiques permanentes, comme sur les raisons qui confèrent au département longévité et vitalité. Je suis pour ma part convaincu que cette force réside dans le fait que les départements sont la traduction très concrète de la proximité et de la République présente. Ils ont montré leur capacité d'adaptation. Ils ont montré leur réactivité et leur capacité à répondre aux transferts de compétences. Alors que le président de la République appelle les collectivités à contribuer au nécessaire effort de modération des dépenses publiques, faut-il rappeler ici que les départements ont absorbé leurs nouvelles compétences en maintenant leurs dépenses à moins de 3% du PIB sans élever leur niveau d'endettement de 1983 à 2012. Ils jouent aussi un rôle singulier dans notre organisation territoriale. Ils sont cet échelon qui réunit villes et campagnes, entre régions et agglomérations. Ils sont ce niveau de proximité, capable d'être présents sur tous les territoires avec leur agence technique départementale, leur circonscription d'action sociale, aujourd'hui leur maison déconcentrée départementale, capable d'offrir des services de proximité, d'être visible et en même temps de travailler avec tous pour construire l'avenir de nos territoires. Côte d'Armor 2020 en a été un bel exemple, comme il y a quelques jours, lorsque les présidents des chambres consulaires disaient ici même leurs priorités, leurs enjeux, leurs défis. Bien sûr, nul ne connaît l'avenir, nul ne peut prédire que les conseils généraux ne disparaîtront pas. Mais aujourd'hui, je constate que les départements sont utiles et adaptés aux enjeux de ce siècle. Alors que se dresse un monde nouveau, que nous voulons tous meilleur,
Alors que dans notre beau pays s'engage un débat démocratique pour dessiner notre avenir, je souhaite que souffle un nouvel esprit de décentralisation et de démocratie territoriale. Parce que redonner de l'oxygène à nos territoires, c'est redonner de la force et de la vigueur à notre pays et de l'espoir à nos concitoyens. François Mitterrand, qui aura occupé de nombreux mandats d'élus locaux, y compris celui de président du Conseil général de la Nièvre, comme tous les présidents de la République depuis 1982 d'ailleurs. Et il y a, mes chers collègues, des probabilités pour que la série se poursuive après le 6 mai prochain. François Mitterrand résumait ainsi l'élan de 1982 lors d'un discours important prononcé le 22 mars 1990 à Moulins. La décentralisation s'impose parce qu'elle est porteuse de liberté, parce qu'elle est un instrument de la démocratie. C'est d'un progrès que de confier à des administrations élues le soin de gérer les affaires d'une commune ou d'un département. Liberté, démocratie, progrès. Aujourd'hui encore, je crois viscéralement en ces mots, comme je crois viscéralement en notre démocratie territoriale. Aujourd'hui, je crois en un nouvel élan démocratique autour de 3 principes. Le premier, clarifier les compétences. L'État doit être confirmé dans ses compétences régaliennes, mais il doit aussi instaurer, devrais-je dire, restaurer un véritable pacte de confiance avec les collectivités territoriales. Aux régions, l'orientation, l'emploi, la formation, les bâtiments universitaires, les centres de recherche et pourquoi pas les hôpitaux. Aux départements, le logement, l'ingénierie territoriale, clarifier les compétences, c'est aussi permettre aux collectivités d'exercer un pouvoir réglementaire. Mais parlons des compétences. C'est aussi parler de notre organisation territoriale. Les métropoles font en ce moment l'actualité, notamment dans notre région, avec la constitution de pôles métropolitains. Est-ce un danger pour nos territoires? Je ne le crois pas, car une métropole ne peut vivre sans ses territoires. Brest, Rennes, Nantes, Angers ne peuvent avancer sans ce lien à leur territoire, à ces bassins de vie qui vont bien au-delà des limites communales et intercommunales. Mes chers collègues, nous n'avons pas dans notre département d'agglomération suffisamment importante pour rejoindre cette dynamique. On peut le regretter, mais en même temps, je crois que nous pouvons en tirer une force collective. Je proposerai dans les semaines à venir aux présidents des agglos et des principales villes du département, mais également aux présidents des chambres consulaires, de nous réunir régulièrement pour, à notre façon, faire avancer de concert nos territoires. Le deuxième principe, c'est réformer enfin la fiscalité locale. Notre pays n'échappera pas à un véritable débat sur l'impôt, sincère. Nous avons, j'en suis convaincu, nous, élus, à faire plus de pédagogie sur ce sujet, de dire ce qu'est l'impôt, à quoi il sert, de dire que la dépense publique n'est pas un mal, bien au contraire, quand elle crée des emplois, aménage nos territoires, propose des services publics efficaces. La réforme de la fiscalité locale ne pourra s'inscrire que dans une refonte de notre fiscalité nationale, pour une plus grande justice fiscale, pour un meilleur équilibre entre impôt sur le revenu du travail et fiscalité sur le patrimoine et le capital. La réforme fiscale, c'est aussi redonner ce pouvoir de lever l'impôt aux départements, aux régions et aux communes. Dans le budget dont nous débattons et dont nous débattrons lors de cette session, nous parlerons de la taxe sur le foncier bâti. Il s'agit désormais de notre seule arme fiscale, ce qui nous reste d'autonomie fiscale. Je vous proposerai tout à l'heure d'augmenter de 2,5 points cette taxe. Savez-vous qu'une telle augmentation représente dans notre panier de recettes moins de 1%? La libre administration des collectivités locales dans une république décentralisée, voilà un principe démocratique fort, inscrit dans notre Constitution, mais finalement bafoué, il faudra y remédier. Troisième principe enfin, instaurer une nouvelle démocratie locale. La suppression des conseillers territoriaux, bien sûr, mais également la parité, le non-cumul de mandats. Pour ma part, je suis convaincu que pour les départements, nous devons redécouper les cantons, tenir compte de la répartition des populations et confirmer le mode de scrutin uninominal à 2 tours. Quel mode d'élection pour les conseillers communautaires? Un jour unique pour toutes les élections locales? Une nouvelle représentativité du Sénat? Ce débat, ce vaste débat démocratique que j'appelle de mes vœux est nécessaire. Il doit être l'occasion de retisser ce lien de confiance avec les territoires. Il doit aussi être l'occasion unique de redonner à nos concitoyens leur place dans notre démocratie. Bien sûr, parler de référendum, mais d'abord
redonner les moyens à notre démocratie territoriale de vivre et de s'épanouir. Le devenir de la décentralisation commande aussi le devenir de la France. Voilà ce que disait François Mitterrand. Cette phrase est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Mes chers collègues, une session budgétaire est un moment fort, celui du débat politique dans son sens le plus noble. Ce temps où chacun doit se déterminer librement sur ce qu'il souhaite pour nos territoires. J'ai souhaité faire de ce débat budgétaire le premier de la nouvelle Assemblée départementale élue en mars dernier, un temps politique prenant pleinement en compte le monde dans lequel nous vivons, nous agissons, nous travaillons. 2012, une nouvelle donne. Voilà le constat à partir duquel, dès nos orientations budgétaires, j'ai souhaité placer nos échanges. La nouvelle donne, c'est bien sûr ce New Deal des années 30. C'est cette évocation d'un monde en crise, d'un monde à reconstruire à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Avant d'engager les échanges de la fameuse conférence de Bretton Woods, Roosevelt avait décidé d'organiser en mai 1944 la conférence de Philadelphie. Il considérait qu'il était nécessaire, avant de prendre les mesures qui s'imposaient face à la crise économique et sociale, de s'attaquer d'abord aux racines de cette crise. La conférence de Philadelphie, organisée dans le cadre de l'Organisation internationale du travail, devait ainsi décider de nouvelles normes de justice sociale. Aujourd'hui, au-delà du fait de sauver les banques, les États et l'euro, le vrai défi est celui de l'emploi, de la lutte contre la précarité. Autant d'enjeux qui font écho à notre action, à nos compétences. C'est pourquoi, à cette nouvelle donne, nous devons répondre nouveaux départements et nouvelles politiques départementales. Cette nouvelle donne, c'est ce monde qui change. Ce sont ces pays émergents qui décident d'investir ou non dans le vieux continent. Ce sont aussi et surtout ces peuples qui s'expriment en Tunisie, au Maroc, en Égypte, en Syrie, leur envie de démocratie. Cette nouvelle donne, c'est aussi, comme le disent Dominique Vidal et Bertrand Badi dans leur État du monde 2012, de nouveaux acteurs. Les jeunes, les oubliés, les indignés, les dominés, qui un jour prennent la parole et disent « stop ». Ils sont là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée. Ils sont ici aussi, en Grèce ou dans nos campagnes. Ce sont ces ouvriers, ces agriculteurs, ces précaires qui se lèvent pour nous dire « il faut que ça change ». Cette nouvelle donne, c'est la fin de cette ère économique et historique qui recherchait la croissance économique mais oubliait le bonheur, qui parlait PIB et se traduit par chômage, précarité, incertitude. Cette croissance qui oubliait l'homme, simplement. Cette nouvelle donne, c'est pour nos collectivités un paysage financier nouveau, inédit, l'argent rare, la nécessité de faire des choix, d'abandonner des politiques. C'est une contrainte forte sur nos recettes de fonctionnement comme d'investissement. Cette nouvelle donne, c'est prendre acte de ce changement d'air, sans renoncer à nos convictions, à nos valeurs, à nos engagements. J'ai souhaité que cette nouvelle donne se traduise très concrètement dans la forme de nos débats. Mes chers collègues, vous l'avez vu, je sais que plusieurs d'entre vous se sont interrogés sur cette façon de faire. Le nombre de rapports et de délibérations que nous examinerons sera bien moins grand que les années précédentes. Il y a quelques années, nous y examinions 120 délibérations. L'année dernière, une soixantaine. Cette année, une trentaine. Ce n'est pas qu'un exercice formel, ce n'est pas non plus le signe d'un repli, d'un renoncement, mais une volonté forte de l'exécutif départemental de dire plus clairement, plus fortement aussi, le sens de notre action. Que voulons-nous faire quand nous parlons logement, mer et littoral, déplacement, jeunesse, emploi? Bien sûr, nous débattrons de nos dispositifs d'aide, de nos subventions, mais nous devons le faire en disant clairement nos objectifs comme nos convictions. Donner du sens à notre action, c'est par exemple voir dans nos dépenses sociales un investissement humain, juste et utile. Parler de nos dépenses de solidarité, c'est parler emploi. 7 500 dépendent directement de notre action sociale. C'est parler aménagement équilibré du territoire, avec des services à la personne sur l'ensemble du département. C'est parler économie sociale et solidaire. J'ai souhaité que ce débat budgétaire pour cette année soit différent, qu'au dispositif technique, nous privilégions le cap que nous nous fixons. Cette démarche qui n'est pas parfaite, nous devrons encore l'améliorer et en améliorer l'exercice pour l'année prochaine, mais aussi une autre façon de travailler au quotidien. C'est une responsabilisation plus forte probablement des travaux que vous réaliserez sous la responsabilité de chaque président en commission comme en commission permanente. Mes chers collègues, notre budget pour 2012 n'est pas, vous l'aurez compris,
celui du renoncement. Il n'est pas non plus celui de l'abattement. J'ai souhaité qu'il soit à la fois crédible, serein et offensif. Nous y reviendrons tout au long de nos débats, mais je souhaite dès à présent vous en fixer le cap, en revenant aussi sur quelques mises au point nécessaires. Le 10 février dernier, alors que vous échangiez ici sur la situation économique de notre département, je répondais à l'invitation, pour ne pas dire à la convocation, du président de la République. Le président sortant souhaitait enfin réunir les exécutifs locaux, lui qui n'avait jamais répondu à nos demandes répétées. Ce rendez-vous aurait pu être l'occasion de faire un constat, un diagnostic partagé. Il n'en a rien été. Au contraire, une occasion manquée. Ce gouvernement nous dit l'État s'endette pour apporter les financements aux collectivités locales. Il nous parle de 100 milliards d'euros de transfert de l'État aux collectivités comme de son premier poste de dépenses. Approximation, quand le véritable effort de l'État vers les collectivités n'est que de 2 milliards, mais je m'expliquerai sur ce sujet dans quelques instants. Approximation quand le président de la République annonce le 29 janvier une modulation des dotations aux collectivités en fonction de leur sagesse en matière de création de postes de fonctionnaires, passant sous silence les récents transferts de compétences, les conséquences parfois dramatiques d'une RGPP qui abandonne les territoires et oblige les collectivités à reprendre en main des services délaissés. Approximation quand le prétendu laxisme budgétaire des collectivités territoriales est stigmatisé alors que le déficit public de l'État est plus de 67 fois supérieur à celui des collectivités, que leur dette représente moins de 10% de l'endettement public, qu'à périmètre constant, de 1983 à 2008, les dépenses des départements en particulier sont restées stables. De l'approximation au mensonge, le fossé n'est pas bien grand. J'en appelle pour ma part au retour d'un dialogue serein et constructif, à une confiance retrouvée entre l'État, le gouvernement, le Parlement et les collectivités territoriales. Mes chers collègues, le budget que nous allons examiner ces prochains jours s'inscrit dans ce contexte. Une nouvelle donne nationale et internationale, la nécessité de revenir aux fondamentaux de notre action, de dire notre foi en l'avenir des départements parce qu'ils sont une réponse adaptée à la crise, parce qu'ils contribuent utilement à plus de bonheur et de mieux vivre ensemble. Cette proposition de budget de 588 millions d'euros prend en compte les priorités que nous sommes fixées. Service public départemental, éducation et jeunesse, emploi et cohésion sociale, ruralité, aménagement numérique. Il dit clairement le sens que nous voulons donner à notre action au service des costarmoricains, de nos territoires, de la cohésion sociale, des familles, de l'emploi. Ce budget est un budget serein, il prend acte des difficultés financières qui sont les nôtres, de ces dépenses d'action sociale qui ne cessent de croître, de ces recettes que nous maîtrisons peu et qui sont plus que jamais dépendantes de la conjoncture économique et sociale comme de la volonté du gouvernement. Ne nions pas les difficultés. Reconnaissons que nous avons dû, dans ce budget, faire des choix toujours difficiles et arrêter certains de nos dispositifs d'aide et limiter certaines enveloppes budgétaires. Mais ce budget reste un budget offensif, traduction concrète de nos engagements en faveur de la jeunesse, de la culture, de l'emploi, du sport, du logement, traduction concrète de nos responsabilités que nous assumons avec force et envie en faveur des collèges, de l'enfance, des personnes âgées et handicapées. Ce budget est en hausse de 14,5 millions par rapport au budget primitif de 2011. Sa section de fonctionnement s'établit à 477 millions d'euros. La section d'investissement hors dette vous sera proposée à hauteur de 87 millions d'euros. Dans le contexte financier actuel, j'ai souhaité que nous maintenions ce niveau élevé d'investissement. Car nos investissements sont essentiels pour la vitalité et le dynamisme de nos territoires et de notre économie. Ils représentaient, sur la base des comptes administratifs de 2010, près de 30%, tenez-vous bien, des investissements des collectivités costarmoricaines et 20% de l'ensemble des investissements publics en Côte-d'Armor. Un budget important au service des costarmoricains pour 135 millions, au service des familles pour 248 millions, au service de nos territoires pour 89 millions, au service de la cohésion sociale pour 45 millions, enfin au service de l'emploi pour 33 millions. Chacun mesure ici l'intérêt des débats et des décisions que nous prendrons ces prochains jours pour un budget utile,
pragmatique et offensif. Mes chers collègues, 2012 marquera un tournant pour la vie de nos collectivités, je l'ai exprimé. Dans un monde qui change, dans un contexte économique et social singulier, nous regardons le chemin parcouru. Nous regardons ces différentes étapes. La loi de mars 82, les transferts de compétences, la montée en puissance des intercommunalités de la région. Nous regardons l'évolution de nos pratiques, l'arrivée du numérique, l'instantanéité, l'immédiat. Nous regardons ces populations qui ont changé, ces nouveaux habitants dans nos campagnes. Nous regardons ce chemin parcouru et nous imaginons l'avenir, celui de nos collectivités, de nos territoires, celui de nos habitants, celui de nos villes et de nos campagnes, celui de nos enfants et de nos grands-parents. Antonio Tapies, artiste de nationalité espagnole, était depuis la mort de Juan Miró le plus prestigieux artiste de ce pays. Il est décédé au début du mois. Une puissance poétique extraordinaire, un monument dans l'histoire de l'art du mécénat. Et il écrivait « Lorsque vous regardez, ne pensez jamais à ce que la peinture ou n'importe quoi de ce monde doit être, ou à ce que beaucoup de gens voudraient qu'elle soit. La peinture peut tout être. Elle peut être ce que nous sommes, ce qui grandit maintenant, ce qui sera toujours. Je vous invite à jouer, je vous invite à regarder, je vous invite à penser. » Mes chers collègues, nous allons écouter la parole des groupes qui composent notre Assemblée et nous commençons d'abord par Alain Cadec, le président du CDR. Merci, Monsieur le Président. Je pense que vous faites allusion au groupe du centre et de la droite républicaine. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous entamons notre traditionnelle session budgétaire qui, comme chaque année, va nous mobiliser pendant plusieurs jours. Cette année, vous avez décidé d'innover et de nous présenter votre budget 2012 dans un cadre dit renouvelé, qui est censé incarner la nouvelle donne à laquelle les départements sont confrontés. Intrigué par cette nouvelle donne, j'ai essayé de savoir ce qu'elle signifiait. Je n'ai guère trouvé de réponse dans vos rapports, si ce n'est la compilation ou le copier-coller de vos critiques habituelles, et vous venez d'en redire quelques-unes, sur la politique du gouvernement à l'égard des collectivités locales. En revanche, quelle ne fut pas ma surprise en lisant ceci. Le budget 2012 du département voit, au travers des politiques départementales, l'émergence d'un nouveau département. Quelle annonce magnifique! De nouvelles politiques départementales auraient-elles été votées depuis notre débat d'orientation budgétaire du 23 janvier dernier? Aurais-je manqué des sessions de notre Assemblée depuis cette date? Le Parlement aurait-il voté une loi créant un nouveau département? En réalité, vous avez seulement décidé de faire du neuf avec du vieux, en regroupant et en fusionnant des politiques et des lignes de crédit autrefois dispatchées dans plusieurs rapports. Je sais bien que nous vivons à l'heure du recyclage, voire à l'heure du tri sélectif, mais quand même. Vous parlez de 18 nouvelles grandes politiques départementales. En réalité, vous regroupez simplement d'anciennes politiques en leur donnant un nouveau nom, accrocheur sans doute, pour susciter un effet d'annonce médiatique. Comment voulez-vous qu'on s'oppose à ces appellations? Évidemment qu'on veut tous que la vie de nos concitoyens soit meilleure demain. Le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes méthodes pour y parvenir. Votre opération de communication budgétaire atteint vite ses limites. La ficelle est un peu grosse. Cela ne traduit que votre impuissance politique face à des événements qui vous dépassent. Ainsi, la politique départementale en faveur du logement se nomme désormais « se loger en Côte d'Armor ». C'est plus agréable à l'oreille, je vous le concède. Les politiques départementales en faveur des routes et des transports scolaires sont rebaptisées « se déplacer en Côte d'Armor ». C'est sûr, c'est plus évocateur. Les politiques départementales en faveur de l'emploi et de l'insertion s'intitulent dorénavant « se mobiliser pour l'emploi et l'insertion dans les Côtes d'Armor ». Certes, c'est plus efficace en termes de communication, mais ce sont toujours les mêmes politiques que par le passé, avec sans doute malheureusement les mêmes résultats.
Tout ceci pourrait prêter à sourire si, hélas, cette refonte du cadre de présentation du budget n'avait pas d'abord pour objectif de masquer vos erreurs des années passées en matière de gestion de l'argent public. Cette opération d'habillage budgétaire ne nous séduit pas du tout, car elle s'accompagne d'un manque de transparence. Il est évident qu'une meilleure maîtrise des dépenses départementales, comme je vous le martèle depuis des années, comme nous vous le martelons depuis des années, est nécessaire, mais vous refusez encore de l'admettre. On m'a même rapporté, mais pas vérifié, que certains de nos collègues de la majorité ont été surpris en commission par votre présentation budgétaire. C'est dire. Les annexes budgétaires telles qu'elles sont présentées ne détaillent pas précisément les sommes proposées en fonctionnement et en investissement. Vous nous proposez par exemple de voter 141 millions d'euros de crédits de fonctionnement au titre de la politique en faveur de l'autonomie, ou plutôt de la politique en faveur des personnes âgées handicapées, sans nous indiquer précisément comment ces crédits seront affectés. Cela n'est pas acceptable, d'autant plus qu'il s'agit du budget le plus important de notre collectivité. De même, vos annexes budgétaires ne nous permettent pas de suivre l'évolution des crédits prévus en 2012 avec ceux votés les années précédentes. C'est pourtant la moindre des choses lorsqu'on examine un budget dans toutes les collectivités, quelles qu'elles soient. Vos annexes budgétaires manquent également de détails sur les subventions prévues en 2012 pour les associations et les syndicats mixtes. La démocratie départementale, dont vous parlez si bien, et le débat public sortent grandis lorsqu'ils sont accompagnés de transparence. En revanche, ils sont abaissés lorsque l'on donne la mauvaise impression de vouloir restreindre le niveau d'information des élus. Je veux bien admettre que nous devons évoluer, mais jamais au niveau de la transparence. Monsieur le Président, cette session budgétaire 2012 s'inscrit, comme celle des années passées, dans la situation de crise mondiale, économique et financière que nous connaissons depuis 4 ans. Nous pouvons nous réjouir, quand même, d'avoir à la tête de l'État un président de la République déterminé, qui agit concrètement pour sortir la France et l'Europe de la crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. D'autres, en revanche, font de belles promesses et font comme si la crise des subprimes et la crise des dettes souveraines n'avaient jamais existé. Oui, cela, pour reprendre les propos du président de la République, mentent aux Français et ne rendent pas service à la France. Depuis 2008, toute l'action du président de la République est tournée vers la consolidation de la croissance, l'instauration d'une taxe sur les transactions financières, la lutte pour l'emploi, le sauvetage de la zone euro et le redressement des finances publiques. En 2011, la croissance de la France a été supérieure à la moyenne de la zone euro. L'économie française a mieux résisté à la crise, et vous le savez. Notre pays n'a pas connu de récession alors que d'autres pays européens sont menacés. En revanche, permettez-moi de me féliciter du vote de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale approuvant la création de la taxe sur les transactions financières, en réponse à l'engagement du président de la République de lutter contre la spéculation. Principe d'ailleurs voté au Parlement européen en septembre dernier à une écrasante majorité, y compris le groupe socialiste. Sur ce sujet, j'aimerais vraiment comprendre la position du Parti socialiste français, qui vote contre la création de la taxe sur les transactions financières à l'Assemblée nationale, alors qu'elle figure dans les engagements de son candidat à l'élection présidentielle et qu'elle en vote le principe à Bruxelles. Comprendra qui pourra. Sur le front de la lutte contre le chômage, je fais évidemment davantage confiance aux mesures concrètes annoncées par le président de la République lors du sommet social de janvier dernier qu'aux propositions de votre candidat. Oui, je crois plus au plan de formation pour les chômeurs de longue durée, à la mise en œuvre simplifiée du chômage partiel et à l'aide à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans dans les petites entreprises, qu'aux contrats de génération et aux contrats d'avenir de votre candidat. Il me rappelle trop les emplois jeunes précaires créés sans être pérennisés du gouvernement Jospin, et on sait ce qu'il est advenu. Quant à la politique européenne, un domaine sur lequel, modestement, je travaille chaque jour au Parlement européen, je me félicite de l'action exemplaire du président de la République pour renforcer la solidarité dans la zone euro et donc la confiance des investisseurs internationaux dans notre monnaie unique. À l'inverse,
Je doute fortement de l'engagement européen de votre candidat lorsqu'il dit vouloir renégocier l'accord européen de discipline budgétaire qui prévoit pourtant la mise en œuvre d'une règle d'or de retour à l'équilibre des finances publiques dans tous les pays de la zone euro. Mes chers collègues, comment le Parti socialiste peut-il s'abstenir à l'Assemblée nationale sur l'accord européen de création du mécanisme de stabilité financière? Ce fonds de 500 milliards d'euros a été créé pour aider les États en difficulté, comme la Grèce, le Portugal ou l'Espagne. Cette abstention n'est pas une erreur, mes chers collègues, c'est une faute. Alors que l'avenir de notre pays passe indéniablement par une Europe plus forte et plus solidaire, vous refusez de choisir. Mais il est vrai que votre famille politique n'a pas compris que le monde a changé. Comment votre candidat pourrait-il comprendre cela maintenant, après tant d'années d'aveuglement? Vous n'êtes peut-être pas favorable à l'expression de la solidarité européenne, alors que l'Union européenne, depuis son origine, repose d'abord sur ce mot solidarité entre tous les États membres. Ce n'est pas cette conception de l'Europe que je défends au Parlement européen. Comme le Premier ministre François Fillon, je pense que nous ne sauverons pas la zone euro si nous portons atteinte au projet européen. Et si, je cite, chaque candidat à l'élection présidentielle ne s'engage pas de façon très claire au retour à l'équilibre des comptes publics. Le président de la République s'est déjà engagé pour un retour à l'équilibre des finances publiques en 2016, alors que votre candidat nous présente des chiffres totalement irréalistes. C'est Michel Rocard, votre camarade, qui le dit, en expliquant que l'hypothèse de la croissance de François Hollande n'est pas plausible. L'effort de redressement de nos finances publiques est d'ailleurs déjà bien engagé par le gouvernement de François Fillon. Le déficit public en 2011 est inférieur de 4 milliards d'euros à ce qui était prévu. Didier Migaud, encore lui, j'en parlais la dernière fois, président socialiste de la Cour des comptes, se félicite dans son dernier rapport de l'effort réalisé en 2011 par le gouvernement. Cet effort, écrit-il, est d'une ampleur inconnue depuis les années 1994 à 1998. En 2012, le gouvernement poursuit cet effort de redressement. Le déficit public baisse de 1,2 points, avec une diminution de 15 milliards d'euros du déficit de l'État par rapport à 2011. Les dépenses de l'État hors dette et pensions sont prévues en baisse pour la première fois depuis 1945. Cette politique de réduction du déficit et de baisse des dépenses publiques tranche évidemment avec les propositions hésitantes et irréalistes de votre candidat. J'aimerais d'ailleurs également savoir comment, avec 20 milliards d'euros de dépenses et de recettes nouvelles et 29 milliards d'euros d'impôts supplémentaires, votre candidat trouve les 71 milliards d'euros qui manquent pour couvrir les 100 milliards de déficit. C'est de l'arithmétique. Expliquez-moi, mes chers collègues, comment votre candidat va réussir ce tour de passe-passe budgétaire, surtout si ses prévisions de croissance, très optimistes pour 2012 et 2013, ne sont pas au rendez-vous. En revanche, s'il est élu, il promet un véritable coup de massue fiscal de 29 milliards d'euros en 18 mois, sans réduire la dépense publique dans le même temps. Alors, j'avais écrit « Vraiment, quel artiste !» Mais aujourd'hui, le mot « artiste » prend un autre sens. Eh oui, et je ne suis pas sûr qu'il mérite un Oscar. S'agissant des finances locales, votre candidat n'est guère prolixe. Il s'engage, semble-t-il, à garantir les dotations aux collectivités locales à leur niveau actuel. Très bien. Mais comment compte-t-il faire passer le déficit public de 4,5% du PIB en 2012 à 3% en 2013, comme il s'y est engagé, alors que les dotations d'État aux collectivités représentent déjà 20% des dépenses de l'État? Vous avez oublié de le dire tout à l'heure, Monsieur le Président. Le gel des dotations de l'État aux collectivités, engagé par le gouvernement depuis 2 ans, est la contribution des collectivités et des départements au retour à l'équilibre des comptes publics. En tous les cas, il y participe. L'effort doit aussi pleinement concerner les collectivités locales, déclarait votre camarade Didier Migaud. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et il est président de la Cour des comptes par la volonté du président de la République. Vous allez me dire que la hausse des dépenses des collectivités et des départements provient en totalité de la décentralisation et des transferts de compétences de l'État. Évidemment. La ritournelle. C'est faux. Permettez-moi de reciter votre ami, président de la Cour des comptes.
Il dit ceci: la croissance forte des dépenses des collectivités au cours des dernières décennies n'est qu'en partie imputable à la décentralisation. Celle-ci n'explique qu'un peu plus de la moitié de la hausse globale. Pas moi qui le dis, c'est Didier Migaud. Et la Cour des comptes, parce qu'il n'est pas tout seul. Il ajoute: l'équilibre des comptes des collectivités n'est atteint qu'au prix d'un ajustement permanent de leurs recettes au niveau des dépenses et par un alourdissement de la fiscalité locale. Une réelle maîtrise de la dépense locale passe sûrement par une gestion plus rigoureuse des effectifs. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président? Vos leviers de maîtrise de la masse salariale produisent très peu d'effets. La masse salariale de notre collectivité, hors assistants familiaux, baisse seulement de 0,1% dans le budget 2012 par rapport au budget prévisionnel 2011. Visiblement, vous ne tenez pas compte du bon conseil de gestion du président de la Cour des comptes. Vous préférez, comme d'habitude, rejeter sur le gouvernement les contraintes financières qui pèsent sur le budget 2012 de notre département. La suppression de la taxe professionnelle n'était-elle pas une nécessité pour renforcer la compétitivité des entreprises françaises à l'exportation? La taxe professionnelle n'existait qu'en France. C'était, je vous le rappelle, un impôt imbécile, comme le disait François Mitterrand. Cette réforme a-t-elle entraîné une perte de recettes fiscales pour notre collectivité? Non. Juste avant sa suppression, vous avez voté en 2009 une hausse record de 13% du taux de la taxe professionnelle, qui vous a permis en 2010 de bénéficier d'une dotation très élevée de 78 millions d'euros en compensation de la réforme de la taxe professionnelle. En 2012, les effets de cette réforme sont neutralisés, puisque de nouvelles recettes fiscales sont affectées à notre département, en complément d'une recette cumulée de 34 millions d'euros au titre des dotations de neutralisation de la réforme fiscale. L'État n'est pas ingrat avec les recettes de notre département, alors qu'il s'endette depuis de nombreuses années pour financer les dotations de fonctionnement aux collectivités et aux départements. Monsieur le Président, dans le rapport de présentation de ce budget 2012, vous mettez en exergue des dépenses qui, selon vous, sont le reflet de priorités départementales. Vous l'avez redit tout de suite. Vous évoquez les dépenses de solidarité. Elles représentent 42% du total des dépenses. Je ne nie évidemment pas le poids de ces dépenses dans le budget. Mais notre département dépense moins par habitant que la moyenne nationale pour l'aide sociale. 448 € par habitant au budget 2011, contre 516 € par habitant pour la moyenne nationale. S'agissant de l'autonomie, qui est le premier budget de notre département, vous critiquez le report de la nécessaire réforme de la dépendance. Fallait-il engager une réforme de cette ampleur dans le contexte difficile des finances publiques? Bien sûr qu'elle est nécessaire, mais il faut bien la faire et la faire dans de bonnes conditions. Le président de la République n'a pas voulu faire le choix de l'irresponsabilité en mettant en œuvre cette réforme qu'il aurait été très difficile de financer. Traiter ce dossier dans le contexte actuel, je le cite, n'aurait pas été responsable, tout simplement parce qu'on ne peut pas traiter la dépendance en créant de la dette et donc en reportant son financement sur les générations futures. Dans votre budget 2012, j'observe que les crédits de paiement d'investissement pour les établissements de personnes âgées sont en baisse d'1 million d'euros par rapport au budget prévisionnel 2011. Et vous n'avez inscrit aucun crédit en dépenses d'investissement pour le handicap. Je pourrais prendre en exemple d'autres dépenses d'investissement, comme le budget des routes, dont les crédits chutent de plus de 2 millions d'euros par rapport au budget prévisionnel de l'année dernière. Ces exemples illustrent votre mauvais choix de faire de l'investissement la variable d'ajustement du budget de notre département. Dans votre budget, les dépenses réelles d'investissement diminuent de plus de 4 millions d'euros, alors que les dépenses réelles de fonctionnement affichent une hausse de 18 millions d'euros par rapport au budget 2011. Vous invoquez la raréfaction du crédit pour justifier ce recul de l'effort d'investissement de notre collectivité. Votre excuse ne tient pas, puisque vous soulignez vous-même dans l'un de vos rapports que la réalisation des emprunts prévus en 2012 ne devrait poser aucun problème. De plus, le gouvernement vient d'annoncer la mise à disposition d'une nouvelle enveloppe de 2 à 5 milliards d'euros sur les fonds de la Caisse des dépôts. Enfin, les 5 plus grandes banques françaises viennent de se mettre d'accord pour débloquer en 2012 jusqu'à 10 milliards d'euros de prêts en faveur des collectivités. Avec 87 millions d'euros de dépenses d'investissement hors dette, notre département restera le plus petit investisseur départemental
à l'échelle bretonne, en volume. Vous devriez prendre exemple sur votre collègue Pierre Maille. Vous voyez, là, je choisis mes exemples. Je ne vais pas parler du Morbihan. Dans le Finistère, dont le département prévoit d'investir 157 millions d'euros en 2012, contre 147 millions d'euros en 2011. Ces investissements, déclarait-il récemment, soutiennent l'activité économique des entreprises et de l'emploi et améliorent l'accessibilité et renforcent l'attractivité et la qualité de vie de nos territoires. Nous partageons son avis. Et vous, Monsieur le Président, continuerez-vous à croire que l'économie sociale et solidaire peut, à elle seule, être le moteur de la croissance dans notre département? Les entrepreneurs costarmoricains attendent de votre part davantage d'actions concrètes. Dans ce budget 2012, je constate avec satisfaction que vous vous recentrez sur des compétences obligatoires, comme je ne cesse de vous le réclamer depuis des années. Comme quoi nous avons parfois raison. En tous les cas, nous en prenons acte. Cependant, vous n'allez pas au bout de votre démarche. Vous refusez de toucher à certaines politiques facultatives, alors que d'autres, facultatives, au contraire, que nous jugeons essentielles, comme l'accueil en faveur de la petite enfance, vont être durement pénalisées par vos réductions de crédit. J'ai proposé à mes collègues qu'au cours de cette session, nous vous proposions des réaffectations de crédit correspondant à quelques-unes de nos priorités politiques, qui pourraient être les vôtres. Cela veut dire que nous vous proposerons, à budget constant, des affectations de crédit différentes des vôtres, dans le domaine de l'accueil de la petite enfance, dans le domaine de l'éducation jeunesse, dans le domaine de la culture. J'ai bien dit à budget constant. Enfin, Monsieur le Président, comme chaque année, vous nous proposez une nouvelle hausse de la fiscalité départementale. Je vous rappelle quand même que c'est la 11e consécutive depuis 2002. Dans cette période de crise et de difficultés pour nos concitoyens, il y avait sans doute mieux à faire que de ponctionner encore cette année les contribuables et les ménages costarmoricains. Monsieur le Président, j'ai bien peur que cette session révèle à nouveau votre mauvaise compréhension des réalités économiques et sociales. Vous préférez vous cacher derrière des annonces cosmétiques. Je ne doute pas que les costarmoricains ne seront pas dupes. Je vous remercie de votre attention, mes chers collègues. Madame Nicolas, pour le groupe GU, Gauche Unie, vous écoutons. Merci, Président. Tous mes voeux de solidarité, en mon nom et au nom du groupe, nos voeux de solidarité et de soutien à nos collègues qui ont perdu des proches. C'est toujours des moments difficiles, hein, on le sait tous. Donc moi, je souhaite leur dire au nom du groupe que nous partageons et nous leur exprimons toute notre sympathie. Bon anniversaire aussi à Vincent, mais là, je ne vais pas lui refaire la bise quand même. Et puis, je n'ai pas fait peut-être assez de cosmétiques pour pouvoir le faire, je suis désolée. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, je souhaite, avant de démarrer mon propos, dire que je m'exprime au nom du groupe de la Gauche Unie, que nous sommes un groupe de la Gauche Unie, et que j'avais l'impression aussi qu'en face, dans le groupe de l'opposition, il y avait des sensibilités différentes. J'avais cru lire ça dans le journal et je tiens à dire que je n'ai pas tellement senti là ces sensibilités. J'ai entendu parler d'un candidat et du meilleur. En tout cas, voilà, je souhaitais juste dire ça avant de vous dire que c'est un réel plaisir pour nous de nous retrouver ici pour ce budget primitif. C'est toujours un moment important et après le débat d'orientation budgétaire et les réunions de commission, parce que oui, nous avons débattu de ce nouveau département en commission, et Monsieur Cadec, non, vous n'avez pas raté de session, comme vous l'avez dit, mais vous avez raté des commissions. Monsieur Le Fur aussi, d'ailleurs, nous avions des commissions préparatoires à ce budget. Nous ne vous y avons pas vu. Donc, n'allez pas dire que nous n'avons pas et que vous découvrez aujourd'hui ce nouveau département. Il a été largement débattu lors des commissions. Donc, cette session, nous démarrons donc cette session de travail qui est consacrée à l'acte majeur de notre collectivité, l'examen du budget. Et il s'agit bien pour nous, pendant ces 4 jours, de parler de notre département, de ce que nous choisissons pour les costarmoricains. Et je voulais dire à M. Cadec, puisqu'il me paraît... Mais lui lancer vraiment là une invitation, puisque vous êtes très intéressé par ce que propose, et je crois que vous n'avez pas tout à fait bien compris,
le candidat des socialistes, et là je change un petit peu de casquette, François Hollande, je vous invite, et je veux bien que l'on covoiture et vous envoyer au grand meeting de François Hollande qui aura lieu à Rennes le 20 mars. Je pourrais même avoir une place dans ma voiture. Dans ma valise aussi, mais dans ma voiture, si vous le souhaitez, Monsieur Cadec. Donc voilà, c'est vraiment une invitation, mais voilà. Bah écoutez, mais moi je n'ai pour l'instant rien demandé sur ce que faisait. Voilà, moi non, je pense que moi j'ai pas demandé, mais en tout cas, je vous invite à venir voir François Hollande avec moi si vous le souhaitez. Le 20 mars, ce serait avec plaisir, vraiment. Donc, je suis désolée aussi, ça aurait pu être peut-être le début d'une longue histoire. En tout cas, tout au long de la semaine. C'est bien. Mais moi aussi, vous savez. Alors, tout au long de la semaine, bon, là, je suis plus sérieuse. Enfin, ça, c'était sérieux aussi, cette invitation. Mais en tout cas, je tiens à dire que tout au long de la semaine, nous allons avoir l'occasion de nous exprimer. Ça a été dit sur 25 rapports, 31 délibérations qui vont nous être proposées. Moi, je souhaite vraiment que nous ayons des échanges nombreux, que l'on ne fasse pas tout seul déjà les débats, mais en tout cas que nous ayons des échanges nombreux et qui nous permettent d'exprimer et de faire partager notre vision politique de l'action départementale. Alors c'est un budget qui se situe, on le sait, dans un contexte particulier. C'est un contexte de crise économique et sociale, nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est aussi un contexte politique majeur. Nous sommes en effet à moins de 2 mois du premier tour des élections présidentielles, 55 jours pour être tout à fait précise. Et on voit bien que la campagne électorale est désormais lancée. Tous les candidats se sont enfin déclarés. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Il était temps que finisse cette hypocrisie du président de la République. Président au pouvoir depuis 5 ans, candidat en campagne depuis 5 ans, déterminé, oui, déterminé à multiplier les annonces, les déplacements, mais sans oser se déclarer. Cela pose une véritable question. A-t-il peur de son bilan? Est-ce qu'il ne l'assume pas? Est-ce qu'il n'en est pas fier? On peut penser que non quand on voit ce candidat qui ne semble pas se rappeler qu'il est au pouvoir depuis 5 ans et qui se positionne en candidat nouveau, arrivant pour sauver la France. On serait tenté de lui dire « Mais, monsieur, cette France que vous voulez sauver, n'est-ce pas vous qui l'avez mis dans cet état? N'est-ce pas vous, vos décisions, qui êtes la cause de cette situation dramatique dans laquelle se trouvent les Français? Rappelez-vous vos promesses non tenues. Rappelez-vous, travailler plus pour gagner plus, République irréprochable, France purifiée. En tout cas, nous en rappelons. Après 5 ans, nous constatons que les attentes de nos concitoyens sont toujours aussi nombreuses. Si les Français ont des attentes aussi fortes, c'est bien qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qui a été réalisé pendant ces 5 dernières années. Les sujets de mécontentement, mais surtout d'inquiétude, sont nombreux. Au premier rang de ces préoccupations se trouve l'emploi. En 2007, le président de la République promettait monts et merveilles, assurant une hausse sans précédent des revenus du travail. La seule hausse véritable n'a finalement concerné, et nous le déplorons, que le nombre de chômeurs. Le pouvoir d'achat, élevé au rang de priorité numéro 1 en 2007, n'a été amélioré que pour les plus aisés, la fiscalité leur ayant été constamment favorable pendant 5 ans. Ce n'est pas les propositions faites sur la TVA sociale qu'ils démentiront. Qui seront les plus impactés par cette hausse de 1,6 point? Les bas revenus, les classes moyennes, les retraités, bref, celles et ceux qui consomment une part importante de leurs revenus. Par ailleurs, on nous a présenté cette hausse de TVA comme un élément de la relance de la compétitivité des entreprises. Cette soi-disant mesure anti-délocalisation nous laisse plus que dubitatifs. C'est également le sentiment de nombreux chefs d'entreprise. La relance de l'activité économique, de la compétitivité des entreprises et des industries françaises passera plus sûrement par l'innovation, la recherche, le soutien aux PME ou encore l'encouragement fiscal aux investissements. Le désenchantement et la lassitude des Français sont palpables. Mais comment pourrait-il en être autrement
quand pendant 5 ans, ont été cassés, jour après jour, ce qui unit les Français. Je parle ici de l'éducation, de la laïcité, des services publics. Comment peut-on ensuite invoquer la France forte quand, après 5 ans de présidence, ce président candidat n'a réussi que le regrettable exploit de l'affaiblir, cette France, de l'affaiblir sur le plan économique et social, et de faire en sorte que les Français vivent moins bien en 2012 qu'en 2007. Nous sommes donc dans un contexte où la demande citoyenne, restée sans réponse à ce jour, est forte, où les attentes des Français se font plus pressantes à l'égard de la politique. Des réponses leur seront apportées dans la campagne à venir. Ces réponses permettront ainsi à tous les Français de dire et de choisir dans quelle France ils souhaitent vivre. Plus de politique, plus d'engagement, plus d'affirmation des valeurs. Cela doit également être notre ambition, et c'est également notre ambition en Côte-d'Armor. Ce budget est l'occasion d'un débat autour de nos politiques et de nos choix en faveur des Costarmoricains. Monsieur le Président, ce premier budget de la mandature est l'expression des engagements que nous portons collectivement au sein de la gauche unie. Ces engagements sont ceux que nous avions pris lors de la campagne des élections départementales en 2011 et sur lesquels les Costarmoricains nous ont fait confiance. La nouvelle présentation s'articule autour des 5 priorités, 18 politiques présentes dans 25 rapports que nous aurons à débattre et 31 délibérations sur lesquelles nous devrons nous prononcer. Cette présentation plus resserrée peut faire peur parce qu'elle est également plus politique. Elle représente notre vision des Côtes-d'Armor, nos convictions, le sens de notre action. Alors ces choix pour les Costarmoricains peuvent ne pas être partagés par l'opposition. Eh bien, nous espérons que ce débat budgétaire sera l'occasion pour eux d'en débattre avec nous, de les comprendre peut-être, de les partager, en tout cas de faire aussi, et je l'ai entendu, voilà, j'ai entendu que M. Cadec nous disait qu'il allait y avoir d'autres choix. Nous pourrons en débattre et j'espère que ce sera un débat sincère, réel, et pas un débat qui est fait tout seul, comme tout à l'heure. Monsieur Cadec, vous l'avez fait, vous avez déjà pratiquement fait le débat avant même que nous puissions, allez dire, se mettre tous ensemble et le faire tous ensemble. Alors, je voudrais quand même rappeler qu'il faudra ne pas oublier que nous sommes dans le cadre d'une nouvelle donne qui s'impose à nous. En effet, ces choix que nous proposons, ces politiques que nous souhaitons mettre en œuvre, celles que nous réinterrogerons, ne peuvent être vues qu'à la lumière de ce que vous appelez, Monsieur le Président, nouvelle donne. Cette nouvelle donne, elle se caractérise par plusieurs aspects. Le contexte de crise économique et sociale qui pèse sur les finances du département. Effectivement, cette crise impacte les ménages costarmoricains, en premier lieu les plus fragiles, ceux dont le département est le premier soutien. Nous le constatons notamment avec la hausse du nombre d'allocataires RSA. Cette situation entraîne une solidarité départementale nécessaire et plus forte. L'étranglement financier des collectivités locales et en particulier du département. La politique que mène le gouvernement conduit la France dans une impasse budgétaire qui met en péril les finances publiques. Pourtant, ce même gouvernement choisit de faire supporter aux collectivités locales et surtout aux citoyens sa mauvaise gestion et ses choix politiques désastreux. Quand on compare le poids des collectivités locales dans la dette publique, moins de 10%, le poids des collectivités locales dans l'investissement public, plus de 70%, on pourrait s'interroger, si on avait l'esprit un peu chagrin, sur les raisons qui poussent la majorité UMP à agir de la sorte. On peut se demander si la droite ne fait pas payer aux collectivités le fait d'être bien gérées, et bien gérées par des collectivités ou par la gauche. Cette interrogation est légitime quand on constate que le pouvoir fiscal du département est passé de 35 à 15%. Oui, je le sais, la non-compensation des charges transférées revient comme une ancienne. Pourtant, il faut que chacun comprenne. L'État ne respecte pas ses engagements. Quand on transfère une compétence, on doit également transférer et donner les moyens de l'exercer. Ce combat que nous le menons pour les Costarmoricains, bénéficiaires de nos politiques. Sans moyens,
on ne peut que difficilement agir. Alors que l'action de proximité menée par les collectivités est plébiscitée par nos concitoyens, il est effarant de voir à quel point le gouvernement s'attache à brider l'action de ces mêmes collectivités. La nouvelle donne, c'est donc cela, une crise économique et sociale qui demande une solidarité plus forte et dans le même temps des recettes et des dépenses contraintes. Nous avons également des impératifs de gestion qui nous imposent de préserver des marges de manœuvre pour aujourd'hui et pour demain. Cela implique de faire des choix que nous assumons d'autant mieux qu'ils préparent l'avenir. Pour nous, il s'agit de savoir comment le département est le plus utile aux costarmoricains, comment rendre nos politiques encore plus pertinentes au regard des attentes et des besoins formulés par les familles, les acteurs économiques, les associations de notre département. Au sein du groupe de la Gauche unie, c'est à ces questions que nous avons souhaité apporter des réponses lors de l'élaboration de ce budget 2012. Ces réponses se trouvent dans les choix budgétaires et politiques que nous proposons aux costarmoricains. La permanence de ces choix politiques, de ces priorités aurait pu se poser. Mais au fond, quels choix avons-nous faits ? Quelles priorités souhaitons-nous mettre en œuvre ? Le service public départemental, essentiel en cette période de crise. L'éducation et la jeunesse, formidable richesse pour les Côtes-d'Armor. L'emploi et la cohésion sociale. Ces choix, ces priorités que nous souhaitons mettre en œuvre, au nombre de 3, services publics, éducation, emploi, sont bien les priorités exprimées par les Français et les costarmoricains. Comme je l'ai déjà dit, cette semaine consacrée au budget doit être l'occasion de débattre, d'échanger autour de ces priorités, de nos politiques, de nos choix. Le temps du BP est un choix d'échange passionnant où s'expriment nos différences, nos valeurs, nos convictions. Il nous faudra toujours avoir à l'esprit que les choix que nous ferons nous engagent envers les costarmoricains. Alors à toutes et à tous, en ce début de semaine de BP, je nous souhaite de bons travaux. Je vous remercie. Merci, Madame Nicolas. Mes chers collègues, après ces interventions, je voudrais, après avoir écouté, comme je le fais à chaque fois, avec intérêt et attention, l'expression des groupes qui composent notre Assemblée départementale, dire 2 mots aux représentants de l'opposition. La nouvelle donne, d'abord. J'ai trouvé que vous en aviez forcé le trait. J'hésite sur le terme à utiliser, caricatural, c'est peut-être un peu fort, alors que, vous le savez bien, Monsieur Cadec, beaucoup d'éditorialistes de renommée ont utilisé ce vocable de nouvelle donne, qui n'est pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la compilation des critiques permanentes du président du Conseil général des Côtes-d'Armor. Ce serait quand même réduire à peu de choses ce qu'est la nouvelle donne créée, et vous le savez bien, par la crise financière mondiale de 2008, toutes les crises qui se sont répétées avec beaucoup de force et qui créent, vous en conviendrez, une situation économique et sociale, voire financière au niveau du monde, qui est historique. Et c'est de cela dont je parle, en montrant bien que la collectivité départementale n'est pas dans un territoire qui serait en dehors de cette planète, et qu'effectivement, cela s'impose, y compris dans le moindre recoin du globe, et que les territoires et les pays riches souffrent, les pays pauvres encore plus, mais nos collectivités sont effectivement dans cette nouvelle donne. Donc je crois que c'est cela, ni plus ni moins, que j'ai rappelé dans ce concept de nouvelle donne, et je crois qu'il faut le ramener à sa juste place, et non pas en donner une approche qui n'est absolument pas celle que j'ai eu l'opportunité d'exprimer. Le deuxième point, que la politique nationale s'invite dans nos débats. C'est légitime. Et moi, je veux dire, ça ne me choque pas. À partir du moment où nous sommes dans une année électorale forte,
L'élection présidentielle, les élections législatives, c'est un moment important de la vie démocratique de notre pays. Notre pays s'y intéresse fortement et on voit d'ailleurs une certaine passion de la part de nos concitoyens, eu égard aux propositions qui sont faites par les candidates et les candidats. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas que la France qui s'y intéresse et les Français. L'Europe regarde de très très près ce qui se passe chez nous, parce que nous sommes l'une des grandes nations du monde, la 5e puissance, mais aussi l'un des États qui compte au niveau de l'Union européenne composée de ses 27 membres. Et on sait d'ailleurs qu'après la France, d'autres grands pays auront des élections politiques importantes. Et je pense à l'Allemagne, puisque l'on évoque souvent le couple franco-allemand, et vous êtes bien placé, là où vous êtes, au Parlement européen, moi dans mes responsabilités aussi au niveau de l'Europe, pour savoir combien ce couple est essentiel, à condition de faire très attention qu'il n'écrase pas trop les autres. Et on voit bien que certains des pays ne vivent pas toujours très bien cette relation franco-allemande qui primerait sur l'Italie, la Grande-Bretagne ou les autres grandes démocraties européennes. Alors, la politique nationale s'invite. Que vous fassiez quelque part l'apologie, que vous dessiniez là aussi et rappelez les mérites du président de la République qui a assumé les responsabilités depuis 5 ans, vous êtes dans votre rôle, vous qui êtes un conseiller général de l'UMP, et on ne vous en fera pas reproche. Mais il faut aussi avoir le courage, quand on est un élu sortant, d'assumer ses responsabilités et celles de son bilan. Nous-mêmes, d'ailleurs, quand nous sommes en campagne, nous l'étions l'an dernier, conseillers généraux sortants. Et sur le terrain, eh bien, nous avons assumé le bilan de l'Assemblée pour ceux qui étaient majoritaires, de l'opposition dans son opposition constructive, critique, légitime, à la majorité départementale, et nous assumions notre bilan, nos actions, nos responsabilités. Donc il faut que ce président de la République assume aussi ses responsabilités, d'avoir fait croître le déficit public comme il n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de la Ve République. Il a beaucoup plus cru en 10 ans que depuis 1958. C'est dire quand même le niveau auquel nous sommes arrivés aujourd'hui. Regardez la croissance du chômage. Je veux dire, ce n'est pas de la responsabilité du Conseil général des Côtes-d'Armor ou des autres collectivités territoriales. On y a une part. Nous assumons cette responsabilité dans le cadre de nos investissements, de nos politiques publiques, mais ni plus ni moins. Et je crois qu'il faut là aussi avoir le courage. C'est pas facile d'assumer. Je me mets à votre place. Si j'avais un bilan comme celui-là, ce serait difficile d'aller en campagne. Mais bon, pour autant, il faut là aussi, à partir du moment où on vous ramène sur les chiffres de votre bilan, eh bien, nous sommes aussi dans notre fonction de le faire pour la bonne compréhension par nos concitoyens de la réalité financière, économique et sociale de notre pays. Mais ce qui m'importe, parce que, je le dis maintenant, parce qu'après, dans le débat, ça passera inaperçu pour la presse qui est présente, c'est notamment les classiques. Dire que les 100 milliards d'euros sont des dépenses de l'État. Alors, je ne vais pas développer, mais quand même sur un point, et j'y reviendrai sur le budget, mais dès aujourd'hui et dès à présent. Le budget de l'État et du gouvernement proposé au Parlement, c'est 358 milliards d'euros de recettes. 358 milliards. Et il y a dès le budget ce qu'on appelle les prélèvements sur recettes de fonctionnement. Cela constitue 55 milliards 400 millions d'euros. 55 milliards 400 millions d'euros qui sont pris sur les recettes et non pas sur les dépenses pour aller aux collectivités territoriales. Et il est facile de dire que ce sont des dépenses. Non, ce ne sont pas des dépenses. Et d'ailleurs, je rappellerai qu'un arrêté du Conseil constitutionnel de 1982 écrivait ceci. Ce prélèvement sur recettes de fonctionnement est une rétrocession directe d'un montant déterminé de l'État au profit des collectivités locales en vue de couvrir des charges qui imposent à ses bénéficiaires et non à l'État, et qui ne saurait, dans ces conditions, donner lieu à ouverture de crédit dans les comptes de dépenses du budget de l'État. Nous sommes dans du droit public. Nous sommes dans du droit public. Non, oui, mais d'accord, mais il n'est pas couvert par les 100 milliards. Il y a, d'abord, c'est la loi, c'est la Constitution. Le Parlement doit respecter la Constitution en
prélèvement ces recettes de fonctionnement pour les collectivités. Et puis, si je m'attendais sur la DGF, qui est aujourd'hui de 40 milliards d'euros, elle était, il y a de cela peu de temps, de 16 milliards d'euros, elle est passée à 36 milliards. Ben oui, quand on supprime la taxe professionnelle, qui représente 50% du budget de la fiscalité locale, ce n'est pas incongru que le gouvernement et l'État compensent cette recette des collectivités territoriales. Et nous en prenons pour 36 milliards d'un seul coup. Donc vous voyez, je crois qu'il faut, dans le dire, c'est 100 milliards de dépenses de l'État. Non. Au titre du droit public, de la politique, on pourra me dire tout ce que l'on veut, et même d'ailleurs sur les responsables du droit, tout le monde s'accorde à reconnaître que c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais on voit bien que derrière tout cela, ce que l'on veut laisser entendre, hein, les collectivités bien gérées, ah oui, elles le sont bien parce que l'État s'est endetté pour les collectivités. Je crois qu'il faut là aussi savoir raison garder. Quant à la suppression de la taxe professionnelle, je suis un peu surpris parce que vous êtes député européen. Si vous aviez fait l'exercice que j'ai fait il y a de ça quelques années, au moment où elle a été supprimée, je suis allé sur le site du Parlement européen. Je suis allé écouter les écrits de mes collègues du Comité des régions d'Europe, hein, de tous ceux qui représentent les collectivités. Et qu'est-ce que j'ai appris ? Il y a un impôt économique dans la plupart des grands pays européens. Ça ne s'appelle pas la taxe professionnelle, mais le calcul, il est pratiquement sur les mêmes assiettes. En Europe, il y a un impôt économique. Et on parle des mêmes assiettes, c'est-à-dire la superficie de l'immobilier, la superficie des terrains qui l'environnent, le nombre de salariés dans l'entreprise, la valeur ajoutée. Enfin, il y a un certain nombre de critères qu'on retrouve en débat dans tout. Mais l'impôt économique, il existe dans beaucoup de pays de l'Union européenne. Et nous, ce que nous avons fait ici par sa suppression, le gouvernement l'a voté, mais on a complètement... comment je vais dire, défait cet équilibre parfait entre ce que les ménages payaient et ce que les entreprises payaient, 50-50. Aujourd'hui, une grande partie de cet impôt est reportée sur les ménages, et même s'il y a la compensation du budget de l'État, et heureusement d'ailleurs, sur la taxe professionnelle. Quant aux transactions sur la taxation sur les transactions immobilières, je rappelle que du temps du gouvernement Jospin, elle avait déjà été votée au Parlement et qu'elle n'a pas été appliquée. Et là aussi, bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais faire voter des lois à la fin du mandat, je veux dire, quelque part, c'est difficile, ça ne trompe personne. Alors oui, le mandat, il dure 5 ans, c'est vrai qu'on peut aller jusqu'à son terme, pourquoi pas, mais on peut aussi peut-être s'interroger sur des lois qui seraient des lois de circonstance. Et puisque vous êtes député européen, tu vois, comme quoi l'Europe s'invite dans cette assemblée, c'est bien, c'est qu'aujourd'hui, le rapport de force en Europe, vous le connaissez, sur les 27 pays de l'Union, plus de 20 pays sont dirigés par la droite, par les droites européennes, par les conservateurs. Bon, je veux dire, c'est la légitimité du suffrage universel. Mais l'Europe, elle n'est pas vouée pour l'éternité à rester, là aussi, sous cette majorité. Et il peut y avoir d'autres politiques européennes. Et là aussi, je pense que dire que François Hollande serait un mauvais européen, je trouve que c'est quand même un mauvais procès. Parce que cet homme, dans son engagement, que ce soit sur le traité d'établissement d'une constitution pour l'Europe ou dans bien d'autres, il a toujours affiché avec beaucoup de force et beaucoup de conviction son engagement pour la construction d'une Europe politique, sociale, économique. Hein, et je crois qu'il faut faire attention de ne pas faire des procès qui ne sont pas fondés, alors qu'aujourd'hui, les preuves existent de l'engagement européen pour l'un des candidats, pour celui qui nous concerne, nous, les socialistes de cette Assemblée. Dernier point sur la transparence budgétaire. La méthode, elle est liée aussi au fait que nous avons une commission permanente de 52 membres, la totalité des membres de l'Assemblée. Donc, au budget primitif, ça se fait dans certains départements de plus en plus nombreux. On peut voter des volumes financiers et, comme on le fait déjà, entre les sessions budgétaires, les sessions d'ACP, il y a les commissions qui se réunissent pour, effectivement, eh bien, de façon totalement transparente, eh bien, arrêter des crédits pour telle association, collectivité, acteurs économiques, et nous le faisons déjà. Donc c'est bien une accentuation de cette méthode que nous avons voulu pour notre Assemblée
départementales. Et je ne vais pas m'y étendre sur la transparence. Regardez déjà le rapport qui est consacré au fonctionnement de notre Assemblée, où tous les chiffres sont annoncés. Je sais que d'autres ont fait aussi des efforts, ne serait-ce que le budget de l'Élysée, qui aujourd'hui est soumis à la Cour des comptes, et ça va plutôt dans le sens et le bon sens sur le plan de la démocratie. Voilà pour l'expression de cette première partie de nos travaux. Je vois M. Huette qui cherche à intervenir, mais pas dans le cadre du débat, puisque le débat est circonscrit aux seuls représentants des groupes ainsi composés, c'est notre règlement intérieur, pour l'expression politique de l'ouverture de notre session. Mais il le demande, je lui donne la parole. Merci, Président. Je vais revenir sur la dernière session où vous étiez absent. On m'a refusé le droit à la parole. La vice-présidente, j'avais une intervention très brève à faire. Le principe d'équité n'a pas été respecté, puisque, dans le même temps, juste avant, on n'a pas donné expression au groupe. Yves-Jean Le Cocu, mais c'est pas lui que j'en veux, a eu le droit à l'expression. Alors, quand j'ai demandé à parler, on m'a dit non, j'avais une inauguration, j'ai quitté la séance, bien sûr. La presse n'en est pas fait l'écho, sauf le courrier indépendant. La presse en a fait l'écho dans une autre occasion, ça rapporte plus, sans doute. Donc, je pense qu'on a le droit à l'expression. C'est sûr qu'il y a une politique des groupes, et je demandé un rendez-vous cette semaine, vous ne me l'avez pas donné. Vincent Lemot est venu me dire que je l'aurai peut-être, pour dénoncer la façon de fonctionner. Un vice-président vitupérant, monsieur provocateur, s'est levé, comme à son habitude, monsieur provocateur, en face de moi, s'est levé pour me refuser la parole. Je ne savais pas qui présidait l'Assemblée. Il a réussi l'exploit de faire le groupe de la minorité est absent pendant 2 mois en séance, vu ses propos déplacés et outranciers, il n'avait pas à intervenir. La vice-présidente devait intervenir. J'aurais pu comprendre que la présidente du groupe le fasse aussi. Donc on m'a refusé délibérément la parole. Je vais être très bref après. Le journal, c'est là que je vous avais demandé un rendez-vous, le journal Côte d'Armor Magazine, qui dit représente les groupes, ok, mais pour moi il y a 2 groupes. Donc il y a 2 photos et pas 5. Quand il y a 2 groupes. Il y a le groupe de la majorité. Bon, je vois Gérard Leclerc, mais j'en veux pas lui non plus. Il y a Sylvie Bourbigo, d'avoir le droit à l'expression. Bon, ça, pourquoi pas, alors que je n'aurais jamais, ni Daniel Thomas, pourquoi ne jamais avoir le droit à l'expression? Et, en page, même page intérieure, j'interviens pourtant à chaque séance, pratiquement. C'est rare que je fasse partie des muets. Alors, j'ai vu 11 photos dans les pages du débat. Je ne parle plus de la page réservée à l'expression des groupes. On me demande sur la région de l'Oudéac si j'assiste bien aux séances. Rien sur le sud, ou pratiquement rien sur le sud du département. Je sais que la sidérale est très active, je suis aussi vice-président, il y a plein de reportages à faire, mais là je ne vais pas faire le grief d'une certaine fâcherie qui existe entre vous, monsieur le président, et le président de la sidérale. Je demande donc l'équité, pas le droit à l'expression dans le journal, ok, sacrée sainte politique des groupes, qui lamine l'expression des différences. Le règlement intérieur le prévoit, mais le règlement intérieur peut toujours être modifié. Je ne demande pas à être présent à chaque fois. Je ne suis pas en manque de représentation. Par contre, si on me refuse en plus la parole en séance publique, qu'on ne comprend pas que je pouvais parler pendant 2 minutes, là, je ne comprends plus ce qu'on appelle les véritables valeurs de la gauche. C'est pas le tout de le dire dans les discours. À la dernière session, les valeurs de la gauche ont été bafouées et j'ai quitté la séance. Donc aujourd'hui, je m'arrête là, je ne vais pas prononcer. Je vais ramener ostensiblement les 2 journaux que je vais vous remettre, Côte d'Armor Magazine, le mien et celui de la ville de l'Oudéac que je représente, pour dénoncer la désinformation et le fait que l'Oudéac et son représentant n'y figurent jamais. Monsieur Huette, attendez avant de venir ici. Monsieur Huette, que je vous réponde quand même. Après, vous pourrez m'apporter les journaux si vous le souhaitez. Merci. Moi, je ne vais pas revenir sur la session. Voilà. Voilà, j'étais excusé, je crois. J'avais un mot d'excuse. Monique Leclésio l'a présidé. Effectivement, elle m'a relaté cet incident de séance. Je l'ai
écouté avec attention, nous avons échangé, et elle m'a expliqué notamment les raisons, quelque part, de reprendre la main, étant entendu que Yves-Jean Lecocu n'aurait pas dû faire son intervention à ce moment-là, dans l'ordre normal du déroulement de notre session, et de renvoyer après ce qui était prévu dans l'organisation de nos travaux. Ça, je veux dire, ça s'est passé. Maintenant, quand vous demandez la parole ici, je vous la donne. Je crois que je ne vous l'ai jamais refusée. La preuve encore aujourd'hui. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il faut rester aussi toujours... on peut dire les choses franchement, avec sincérité, mais on peut aussi faire en sorte de garder son calme, sa mesure. Deuxième élément, je vais vous dire, moi je connais bien les 102 départements de France, j'en préside l'Assemblée. Dans la totalité de ceux-ci, à part quelques-uns, il y a l'existence de groupes politiques. Et ce sont les groupes politiques qui sont organisés, parce que c'est une assemblée extrêmement politique au sens noble du terme. C'est pour cela toutes ces assemblées, on le voit à la région, on le voit dans les grandes villes. Donc il ne vous est pas interdit d'adhérer à un groupe. Je crois qu'il y en a 2, il y a une certaine diversité, c'est pas impossible. Mais vous avez la liberté de ne pas adhérer, et il n'y a pas obligation. On en a souvent parlé en conférence des présidents, passé et aujourd'hui, où on trouve que c'est mieux quand il y a l'expression des groupes qui rassemblent. Ce qui n'empêche pas, après, sur tous les sujets, chacun peut s'exprimer librement. À partir du moment où on est sur les délibérations, la prise de parole est permise, et voire autorisée, et même encouragée. Sur le magazine, moi, je vous ferai passer aussi les magazines qui existent au niveau national. C'est la loi qui oblige à donner la parole à tous les groupes. Mais dans la loi, il est bien dit à tous les groupes. Donc, aujourd'hui... je ne vois pas aucun magazine où il y a l'expression à côté, quelque part. Oui. Non, mais il y a un temps de parole du groupe, mais à ce moment-là, retournez-vous vers M. Cadet, qui pourra peut-être vous laisser une part. Ça, c'est votre affaire à vous. C'est pas. Vous aussi. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Troisième élément, sur les photos. Vous pensez bien que s'il faut qu'il y ait la photo des 52 membres à chaque fois, à chaque session, ça va être compliqué. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'ostratisme. Toujours les mêmes. Oui, mais la sensibilité de notre Assemblée s'y retrouve. Je ne sais pas quelles sont les photos, là. Moi, je peux les retrouver, mais il y a beaucoup d'élus, qui soient de droite et de gauche, qui se retrouvent dans ces propos. Donc, voilà. Je crois qu'il faut essayer de garder l'équité. Ça me paraît, là aussi, nécessaire. Et puis... reprenons nos travaux et vous aurez l'opportunité, si vous demandez la parole. Aujourd'hui, je les ramène, je verrai l'évolution. Mais je ne vois pas ce que ça donne de me les ramener, je les connais par cœur. Bien, mes chers collègues, il est 12h29. J'arrête la séance parce que le préfet qui voulait faire sa cérémonie à 16h30 a besoin de la même salle. C'est ce qu'il m'a demandé gentiment, républicainement, si je pouvais libérer la salle le plus tôt possible. Donc la séance est levée. Il est 12h30. On se retrouve ici en session à 14h.